Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 41 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, on vous connaît bien déjà dans Histoire en série. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, site de Troyes en littérature, et vous travaillez notamment sur tout ce qui est la fantasy. Alors vous êtes intervenu dans l'émission pour l'épisode 1 qui a lancé notre podcast. On a été heureux avec Johan de vous recevoir avec votre ami Florian sur Game of Thrones. Et puis, on vous aviez fait l'épisode numéro 9 autour de The Witcher, qui sont parmi les épisodes qui fonctionnent le mieux. Donc il y a une vraie demande pour la fantasy. C'est aussi pour ça que je vous ai réinvité aujourd'hui. Et donc, je rappelle aux auditeurs, mais on en reparlera, je pense, à l'antenne, que vous avez publié récemment avec Florian Besson au PUF un livre sur Game of Thrones qui s'appelle une histoire de feu et de sang, qui est donc un livre de référence universitaire pour parler de cette série. J'engage les auditeurs à aller le regarder parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes, mais je pense qu'on en reparlera. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la fantasy, on va continuer dans les légendes et les mythes qui ont pour cadre une époque, on va dire, médiévaliste. Vous allez nous parler de la dernière série qui est sortie sur Netflix cet été, qui s'appelle Cursed. C'est ça, Justine ? Exactement. Donc le titre français a été développé un petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Donc le titre français qui a été donné par Netflix, c'est Cursed, la rebelle. Sachant que cursed, littéralement, ça veut dire maudit ou maudite, en l'occurrence, puisqu'on se centre sur un personnage féminin. Mais cet ajout de la version française, la rebelle, montre que cette supposée malédiction du personnage principal va se révéler un atout et va lui permettre justement de mener toute une rébellion. Donc, c'est une série, comme vous l'avez dit, une série de Netflix qui a été diffusée à partir de juillet 2020, qui est toujours visible sur la plateforme, bien entendu. C'est une série qui est adaptée d'un roman de Frank Miller et Tom Wheeler. On a pour le moment une saison sur Netflix. Il est possible que deux autres voient le jour. Deux autres saisons ont été envisagées, sachant que dans ce cas-là, ce sera des saisons qui se libèrent d'une base littéraire, puisque pour l'instant, on n'a qu'un seul roman fait par Frank Miller et Tom Wheeler. Donc, voilà, si la série se poursuit, on aura justement le même principe que sur Game of Thrones. On aura une série qui dépasse sa source littéraire et on verra ce que ça peut donner. Sur Game of Thrones, le résultat n'a pas forcément été positif. Sur Cursed, on espère qu'ils pourront faire quelque chose d'un peu plus sympa. Que je présente peut-être rapidement quand même l'histoire pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu la série. Cursed, la rebelle, c'est une réécriture de la légende du roi Arthur, où Arthur n'est pas roi et en réalité où Arthur n'est même pas le héros. C'est une série de fantasy, c'est-à-dire que c'est un programme où la magie joue un rôle primordial, et en l'occurrence, on est surtout sur une magie profondément liée à la nature et à l'environnement, quelque chose de très naturel et qui va s'opposer à un pouvoir, on va en reparler, mais un pouvoir extérieur considéré comme néfaste. C'est une série qui s'inscrit donc pleinement en fait dans on va dire la tradition de la fantasy qui fonctionne bien depuis la fin du XXe siècle et qui a vraiment explosé au début du XXIe siècle. Des adaptations comme les films de Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, ils sont pour quelque chose aussi pour ce renouveau un petit peu du genre. C'est un genre qui entretient des liens très étroits avec la littérature épique, la littérature médiévale, puisque la fantasy va chercher à réécrire et à jouer avec les codes de cette littérature plus ancienne. Donc Cursed se situe justement dans cette lignée, puisque elle reprend la matière de Bretagne, elle reprend la légende du roi Arthur de façon très large et joue avec ça et s'amuse avec ces codes, et je pense que je vais avoir l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Et par ailleurs, la fantasy, c'est un genre qui par nature est véritablement transmédiatique, c'est-à-dire que ça ne se développe pas uniquement
en littérature ou uniquement au cinéma ou en musique, etc. C'est un genre qui vraiment touche à tout de façon un petit peu tentaculaire et avec tous les médias en même temps, toutes les formes artistiques en même temps. Et dans Cursed, on a bien ici une œuvre qui passe d'un roman, un roman graphique en l'occurrence, à une série je veux dire, en brisant, ou en tout cas en effaçant un petit peu cette séparation nette qu'on peut avoir d'un médium à un autre. Donc on est vraiment dans une série qui s'inscrit pleinement dans la lignée de ces grandes œuvres de fantasy. Je ne sais pas si ça deviendra une grande œuvre de fantasy, mais en tout cas, on va déjà voir comment ça évolue. Au passage, si ce genre de la fantasy vous intéresse, n'hésitez pas à aller, je fais de la pub pour les collègues, n'hésitez pas à aller voir la Bibliothèque nationale a créé un site internet qui est vraiment pas mal, qui s'appelle fantasy.bnf.fr. Donc fantasy, c'est fantasy.bnf.fr. Où vous aurez des jeux, mais aussi plein de contenus pour découvrir et approfondir ce genre de la fantasy qui est souvent beaucoup plus riche qu'on pourrait le croire. Alors revenons un petit peu à Cursed. Alors, première question, est-ce que je peux spoiler l'histoire? Oui, je pense qu'on doit commencer un petit peu à spoiler parce que ça permet de développer effectivement la démonstration. C'est ça, je pense qu'on va être obligé. Alors, désolé, je spoil l'histoire, mais encore une fois, c'est ce que je dis souvent quand je parle de la légende du roi Arthur. C'est une légende qui commence véritablement à se développer au XIIe siècle, avec à peu près toujours les mêmes codes ou des réécritures un peu variées, mais voilà, c'est des variations autour d'un même thème. Quand ça a plus de 800 ans, j'estime que c'est plus vraiment du spoiler. On va considérer ça comme ça. Pour expliquer un peu de quoi parle Cursed, si on reprend l'intrigue de cette première saison, on voit que le village de la jeune Mimu, une jeune femme, est attaqué par un groupe religieux qui s'appelle les Paladins Rouges, qui cherchent à tuer et à brûler tous les représentants des peuples fées. On est donc dans un monde de fantasy où on a des êtres humains, entre guillemets, normaux et des peuples avec des caractéristiques féeriques, donc des pouvoirs, des liens avec la nature, des ailes, etc. On a différentes populations comme ça. Lorsque le village de Mimu est attaqué, sa mère lui permet de fuir en lui confiant une mission. Elle doit apporter une épée magique à Merlin. Alors, Merlin, pour nous, c'est le célèbre enchanteur, le Merlin l'enchanteur de Disney, etc. On retrouve un petit peu cette idée dans Cursed, au sens où Mimu est une jeune femme qui a vaguement entendu parler de Merlin, elle suppose que c'est une légende et ne comprend pas trop comment elle est censée trouver un homme en chair et en os pour lui amener cette épée magique. Alors, elle va essayer d'accomplir cette mission et en chemin, alors qu'elle doit continuer à échapper aux paladins rouges qui cherchent justement à éradiquer les fées, Mimu va pouvoir se défendre grâce à l'épée qui lui a été confiée par sa mère et elle devient peu à peu un symbole de la révolte des fées contre le pouvoir autoritaire de l'Église, mais aussi du roi. Donc elle est aidée dans sa quête par un certain nombre d'amis. On a des personnages humains et des personnages de fées qui vont lui venir en aide. Et alors que des enjeux à la fois politiques et magiques se nouent étroitement autour de ce personnage de Mimu, l'héroïne va découvrir qu'elle a un rôle bien plus important à jouer que celui de simple intermédiaire en fait entre l'enchanteur Merlin et l'épée de pouvoir. La véritable histoire de Cursed, c'est comment Mimu prend possession de cette fameuse épée de pouvoir et comment elle va réussir à aider son peuple grâce à cette arme légendaire. Arme légendaire qui n'est pas appelée Excalibur, mais qu'on a envie fortement d'associer à l'épée, à la plus célèbre épée de la légende arthurienne. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale de Cursed. Ça amène pas mal de pistes sur ce qui peut être intéressant dans cette série. Alors justement, Justine, vous l'avez dit, ce qui peut désarçonner les spectateurs quand on regarde Cursed, alors on parlera, il y aura d'autres aspects, mais le premier, j'allais vous poser, et je vous la pose parce qu'on est aussi partenaire dans le podcast avec l'association Mnemosyne qui travaille sur l'histoire du genre, c'est qu'on est là face à une vraie féminisation de la légende arthurienne. Tout à fait, c'est vrai que, alors je ne sais pas si ça va désarçonner les spectateurs, j'espère pas, puisque au contraire, il nous faut de plus en plus d'œuvres
qui valorise un petit peu ce genre féminin, parce que en particulier dans le cadre de la légende arthurienne, on est sur une légende qui, dès son origine, au Moyen-Âge, c'est une légende très masculine, puisqu'on a une immense majorité de personnages masculins. C'est-à-dire, quand je dis une immense majorité, outre le roi Arthur, Merlin et les quelques chevaliers qu'on connaît, qui sont passés à la postérité, comme Lancelot, Perceval, etc., quand on regarde l'ensemble de la légende, dans certains textes, on sait que le roi Arthur a, autour de sa table ronde, des centaines, voire des milliers. On a des textes où on dit qu'il a 3000 chevaliers, qui en l'occurrence sont tous des hommes, bien entendu. Alors que quand on regarde les personnages féminins, on va avoir la reine Guenièvre, qui va vite être considérée comme une reine adultère, puisqu'elle trompe le roi Arthur avec le chevalier Lancelot, et dans d'autres textes d'ailleurs, pas que avec Lancelot. On a Morgane, qui est considérée comme la méchante de l'histoire. C'est Morgane Le Fay, c'est une fée ou une sorcière selon les versions. Dans les premiers textes, c'est une fée avec un rôle plutôt positif. Dans les textes du XIIe siècle, elle vient en aide aux chevaliers, elle les sauve, etc. Mais rapidement, on va aussi diaboliser ce personnage, ce qui fait que les rares personnages féminins qu'on a dans la légende arthurienne, ce sont soit des femmes néfastes, diaboliques, ou qui vont tromper leur mari et mettre en péril tout l'équilibre du royaume, ou alors ce sont des personnages de demoiselles en détresse qui ont à peine la parole, qui ont parfois pas de nom même, et qu'il va falloir sauver. Quand on regarde même la Dame du Lac, qui est un personnage qui nous paraît aujourd'hui plutôt positif, dans beaucoup de textes du Moyen-Âge, la Dame du Lac est un personnage très puissant, mais donc aussi très dangereux, qui va même venir se plaindre à la cour du roi Arthur et réclamer la tête d'un chevalier qui l'a offensé. Donc, voilà, faut pas contrarier les personnages féminins dans la légende arthurienne au Moyen-Âge, parce qu'elles peuvent vite se révéler dangereuses. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une légende où il fait pas vraiment bon être une femme, si vous voulez, dans ce contexte. Alors, on a des réécritures et des adaptations de la légende arthurienne globalement depuis sa création, depuis les premiers textes du IXe siècle, mais ça explose véritablement au XIIe. Mais en fait, il faut attendre le XXe siècle et même la seconde moitié du XXe siècle pour que les personnages féminins retrouvent un petit peu, accèdent à un peu plus d'ampleur dans ces œuvres. Et ça passe généralement justement par des réécritures féminines et, je veux dire, souvent féministes de la légende. Je pense bien entendu à une œuvre comme Les Brumes d'Avalon, qui date de 1983, Les Brumes d'Avalon, The Mist of Avalon de Marion Zimmer Bradley. C'est un roman qui réécrit justement cette légende arthurienne du point de vue des personnages féminins et notamment du point de vue de Morgane, qui est justement considérée comme la méchante traditionnelle de l'histoire. Donc là, on a une perspective vraiment différente. Si vous avez l'occasion de lire Les Brumes d'Avalon, c'est une perspective qui est un peu vieillie aujourd'hui, puisqu'on est dans la fantasy des années 80, mais avec des propositions vraiment intéressantes. Et au passage, ça a été adapté aussi en téléfilm en 2001 par Uli Edel. Donc c'est un téléfilm en 2 parties. C'est pareil, ça permet d'avoir un petit peu ce point de vue féminin revalorisé. Donc on retrouve tous les personnages masculins de la légende, Arthur, Lancelot, Merlin, etc. Ils n'ont pas disparu, mais c'est une version qui montre que les femmes ont un rôle dans l'histoire. Comme cette œuvre de Marion Zimmer Bradley, dans Cursed, on va avoir une façon de redonner une forme d'agentivité, une façon de redonner du pouvoir aux personnages féminins. Ça va aussi passer de façon intéressante, que ce soit dans Les Brumes d'Avalon ou dans Cursed, par une insistance sur le merveilleux. On est vraiment dans la fantaisie pure, c'est-à-dire que on délaisse de façon assez marquée la dimension historique qui a pendant des siècles été attribuée à la légende arthurienne. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cherché à montrer que c'était pas une légende, mais que c'était des faits réels, si vous voulez, et que le roi Arthur avait véritablement existé, etc. On avait une revendication d'historicité du personnage. À l'inverse, dans ces réécritures, on va avoir tendance à limiter le côté historique et à valoriser un côté plus lié à la magie, plus lié au merveilleux et généralement lié aussi à la nature. On pourrait revenir longuement là-dessus, mais voilà, on a eu plusieurs réécritures comme ça qui valorisent un petit peu les personnages féminins de la légende. Alors,
avec des résultats variables, hein, parce que j'ai parlé des brumes d'Avalon, mais on pourrait aussi parler d'un téléfilm de Disney Channel qui date de 2010 et qui s'appelle Avalon High, un amour légendaire. Le titre fait quand même rêver. Avalon High, c'est le nom qui est donné à un lycée. En fait, ça se passe à notre époque, au début du XXIe siècle, dans un lycée, qui est le lycée donc Avalon, où là, on a plusieurs personnages de la légende qui se réincarnent dans des lycéens. Et en l'occurrence, le personnage d'Arthur, de façon intéressante, se réincarne dans une lycéenne. Donc voilà, là, on a aussi une façon de détourner un petit peu ces représentations. Alors, on pourrait en citer d'autres, hein, mais parmi celles qui sont intéressantes, je vais juste mentionner Lady Castle, qui est une série de comics, en l'occurrence, qui date de 2017, si je ne dis pas de bêtises, créée par Delilah Dawson, où on a encore une fois aussi une valorisation des personnages féminins et une intégration, cette fois aussi, de problématiques queer dans la légende. Donc, c'est une réécriture aussi avec un angle un petit peu différent, mais qui permet déjà d'apporter un peu de fraîcheur dans cette légende qu'on connaît en fait depuis le XIIe siècle, et qui permet aussi de développer des points de vue différents, de raconter des histoires différentes. Dans Cursed, la rebelle, non seulement on a plus de personnages féminins, c'est-à-dire que on a délaissé une partie des 3000 chevaliers de la table ronde pour voilà, garder, on va dire, le minimum vital pour l'intrigue. Et au contraire, on va valoriser les personnages féminins, mais ce sont des personnages qui ont aussi plus d'agentivité. C'est-à-dire que ce ne va pas être des personnages qui sont là pour le décor ou qui sont là parce qu'il faut placer ces personnages, mais elles ont un véritable rôle dans l'intrigue. La plupart des femmes mises en scène dans la série ont un rôle de meneur, enfin de meneuse en l'occurrence, et ce ne sont pas seulement des figures dépendantes des hommes. Et ça fait du bien dans la légende arthurienne. Ça rapporte justement un petit peu c'est ce que je disais, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de rajeunissement dans cette perspective sur la légende. Alors oui, justement, hein, vous me tendez la perche pour la question suivante, Justine. C'est vrai que quand on regarde Cursed, on est aussi parfois surpris, peut-être un petit peu. Alors moi, je suis beaucoup peut-être moins à l'aise avec vous, avec ces personnages-là. J'ai des images mentales en tête sur ça, notamment avec les personnages qui sont là, nous paraissent vraiment plus jeunes. Hein. Vous parliez de Merlin l'Enchanteur. On a tous cette image, effectivement, de Merlin de Disney, hein, avec sa longue barbe et tout ça. Mais là, pas du tout. On est face à des personnages qui sont très jeunes. Effectivement, là, c'est une série qui s'inscrit en fait dans le genre, j'ai envie de dire, le roman d'abord et la série ensuite s'inscrit dans le genre de la young adult literature, c'est-à-dire la littérature pour jeunes adultes ou pour adolescents. On est dans un public un petit peu entre deux âges, qui n'est plus enfant, qui n'est pas encore entre guillemets véritablement adulte, qui est en train de se développer, qui est en train de découvrir énormément de choses. Et Cursed va se situer sur ce créneau-là. Alors, ça permet pas mal de choses, hein, ça permet de dynamiser l'intrigue, puisqu'on n'a pas des personnages qui sont bien établis dans leur pouvoir. On n'a pas un roi Arthur qui serait en train de régner sur son château depuis 15 ans, comme on peut avoir par exemple dans la série Camelot, où on a un roi Arthur avec un château bien établi, des institutions précises, etc. Là, on a tout qui est à construire, ce qui amène forcément plus de dynamisme dans la narration. Alors, ce choix de représenter des personnages plus jeunes, parce qu'ils sont globalement tous plus jeunes, cas particulier pour Merlin, puisque l'acteur est plus jeune, effectivement, nous paraît plus jeune que le fameux Merlin Enchanteur de Disney avec sa longue barbe qui descend jusqu'aux genoux. Mais on apprend aussi dans la série que ce Merlin a déjà vécu plusieurs centaines d'années, au moins, puisqu'on le voit dans l'Antiquité, et on sait qu'il parle de Charlemagne, etc. Donc, c'est un personnage, s'il n'est pas immortel, en tout cas, il a une longévité assez impressionnante. C'est aussi une caractéristique qui revient souvent dans le personnage de Merlin, puisque dans la tradition médiévale, c'est le fils d'un diable, le fils d'un démon. Oui, ça n'arrive pas à tout le monde quand même. Donc, ce qui fait que cette ascendance paternelle lui a donné un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de caractéristiques. Et par contre, sa mère étant une jeune femme très pieuse, qui a été trompée, qui a été abusée en fait par un démon,
quand sa mère se rend compte qu'elle est enceinte en l'occurrence d'un enfant conçu par un démon, elle va tout de suite se tourner vers son confesseur et se tourner vers Dieu. Et Dieu, voyant la piété de cette femme, va accorder à son enfant également des dons divins. Ce qui fait que Merlin se retrouve avec des caractéristiques à la fois démoniaques et divines, lui permettant de choisir librement, c'est la meilleure incarnation du libre arbitre, choisir librement s'il doit faire le bien ou le mal. Et parmi tous ces pouvoirs qu'on attribue au personnage, souvent on va en faire un personnage immortel ou capable de traverser les siècles de façon très impressionnante. Ou on a une version aussi au XXe siècle, dans L'épée dans la pierre, titre original c'est Sword in the Stone de Terence Henbury White, c'est un roman qui date de 1938. Là, on nous dit que Merlin, alors attention, il faut s'accrocher un petit peu, il n'est pas immortel techniquement, il vieillit, mais il vit à rebours, c'est-à-dire il vit à l'envers. Il est né au XXe siècle et il vieillit en remontant le temps. C'est pour ça que quand il arrive à l'époque du roi Arthur, il est déjà âgé, et il possède la connaissance du futur, puisque pour lui, c'est le passé. Voilà. Au passage, c'est ce roman qui a servi d'inspiration justement au Merlin l'Enchanteur de Disney, et c'est probablement aujourd'hui la première représentation mentale que l'on a quand on parle du personnage de Merlin. Il faut être honnête, aujourd'hui, quand on parle de la légende du roi Arthur, les représentations qu'on en a ne viennent pas directement des textes du Moyen-Âge, mais viennent d'abord du cinéma, des séries, éventuellement des comics, etc. Mais c'est-à-dire de toutes ces réécritures qu'on peut avoir, surtout au XXe et au début du XXIe siècle. Donc, les personnages que l'on visualise, on visualise cela. Alors, ça peut être le Merlin de Disney, ça peut être le roi Arthur du film Excalibur de John Boorman, ou ça peut être le roi Arthur d'Antoine Fuqua qui était interprété par Clive Owen en 2004. Voilà. On a ces images-là, mais c'est vrai que très souvent, on va avoir une mise en scène d'un Arthur adulte, voire âgé, selon ce qu'on met en avant. Et par conséquent, tous les autres personnages sont aussi des personnages adultes, voire vieillis, selon les représentations. Kirsch prend vraiment le contre-pied de ça et nomme des personnages qui, à part Merlin, qui est un peu à part, qui sont des personnages adolescents. Voilà, adolescents, jeunes adultes. Pour la plupart, ils tournent une vingtaine d'années pour les acteurs. Ce qui, effectivement, va changer complètement les problématiques, puisque on n'a pas les mêmes intrigues, on n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes problématiques quand on a 20 ans ou quand on en a 50. Donc, la série suit justement toute cette modification. Alors, ça va se caractériser, ce rajeunissement des héros de la légende médiévale, va se caractériser notamment par l'intégration d'éléments de romance, en tout cas d'éléments de romance plus légers que ce que pouvaient présenter les sources médiévales. Là, on va avoir la mise en scène de sentiments amoureux, mais en train de naître. On a la mise en scène de la découverte, de l'exploration d'une sexualité jeune et j'ai envie de dire encore un petit peu timide. C'est une série, justement, Young Adults, c'est très soft. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans le Game of Thrones, on n'est pas dans la violence et la sexualité à outrance, on est sur des choses quand même très chastes, il faut être honnête. D'ailleurs, de façon intéressante, dans la série, tous les personnages principaux qui sont du côté des gentils, puisqu'on a globalement un groupe des gentils, un groupe des méchants, tous les personnages principaux qui sont du côté des gentils vont être impliqués dans des problématiques amoureuses. Voilà, que ce soit des histoires d'amour naissantes, des amours impossibles, des triangles amoureux, on a plusieurs structures, mais globalement, ils sont tous en train de tomber amoureux ou d'explorer leur sexualité. La série va d'ailleurs développer plus d'intrigues amoureuses que les romans, enfin que le roman de Miller et Wheeler. On a déjà cette dimension, mais la série va en rajouter. Par exemple, on a dans la série une idylle naissante entre Pym, qui est la meilleure amie de Nimue, la meilleure amie de l'héroïne, et qui va tomber amoureuse d'un viking, globalement un viking de passage. C'est une intrigue qui n'est pas développée, pas véritablement dans le roman. Là, on rajoute cet élément à la série. Même principe sur l'histoire d'amour entre Morgane et Celia, qui n'est pas présente
dans les romans et qui trouvent ici non seulement une représentation, mais un intérêt. Ça va permettre de faire évoluer les personnages un peu différemment de ce qui est présenté dans le roman, ce qui fait que le but n'est pas juste de créer des situations amoureuses pour faire plaisir ou pour remplir le contenu des épisodes, parce qu'on a quand même 10 épisodes, ce qui demande de la matière pour pouvoir être adapté. Donc, il a fallu étendre un petit peu ce que le roman proposait. Donc, c'est une façon de remplir un petit peu, mais pas seulement, puisque ces intrigues sont bien pensées et notamment la relation entre Morgane et Célia va permettre de mieux expliquer la route que prend le personnage de Morgane et ce qu'elle devient par la suite. Alors, je ne veux pas trop spoiler non plus, mais ce personnage de Morgane joue un rôle quand même assez important dans la fin de la saison et, si la série se poursuit, aura logiquement un rôle assez primordial dans les saisons suivantes. Donc voilà, on a tout ce rajeunissement qui n'a pas toujours plu d'ailleurs, puisque ça fait partie des critiques qu'on a parfois formulées envers la série, parce que forcément, là, on n'est pas sur une représentation épique où on a des guerres à tout bout de champ. Si on compare avec, je sais pas, par exemple, le film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, qui date de 2017, qui a été réalisé par Guy Ritchie, avec Charlie Hunnam dans le rôle principal, ce qui situe déjà un petit peu. Charlie Hunnam, c'était un acteur qui était dans Sons of Anarchy. On est sur une version beaucoup plus virile. On est dans de la fantasy, mais de la fantasy beaucoup plus, pleine de testostérone. Là, c'est pas l'ambiance. On a des guerres, on a des combats, on a des scènes épiques, mais on a des personnages qui vont aussi très facilement chercher à explorer leurs sentiments et à approfondir des éléments psychologiques qui parfois passent un peu à la trappe quand on a des représentations de la légende arthurienne avec des personnages un peu plus âgés. Et justement, j'allais vous poser la question suivante, Justine, par rapport à ce rajeunissement. Il y a aussi, je pense, c'est moi qui dis ça, vous allez me dire si je me trompe, une volonté peut-être des showrunners de coller au monde actuel, à un monde multiculturel, j'allais dire, avec effectivement, vous l'avez dit en introduction, là un monde qui mêle à la fois réalité avec des hommes et puis fantasy, on va dire, avec des fées, des êtres féeriques. Mais j'allais dire aussi, si on prend même tous les acteurs qui sont là, on a quand même un Arthur ou une Morgane qui sont des personnes de couleur, ce qui, c'est vrai, ne nous est pas habituel en tout cas par rapport aux autres représentations de la légende arthurienne. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est, on va dire, relativement nouveau dans la représentation de la légende arthurienne. En tout cas, relativement nouveau au cinéma et à la télévision. Je vais expliquer un petit peu, mais Kirst fait le choix, en fait, dans son casting, de proposer une vraie progression dans la représentation de la diversité. Dans ce sens-là, elle suit largement ce qui était proposé dans le roman, justement, de Muller et Wheeler. Mais effectivement, cette diversité, quand elle est appliquée au Moyen-Âge, c'est toujours un sujet un petit peu épineux, en tout cas pour la réception qui est faite par le public. C'est toujours un peu difficile quand on parle du Moyen-Âge, y compris quand on parle d'un Moyen-Âge de fantaisie, comme c'est le cas ici. On a du mal à mettre en scène des personnes de couleur, des dragons, des fées, etc. Il n'y a aucun problème, mais si on veut des personnes noires au Moyen-Âge, tout de suite, ça vient hurler sur Internet. Il suffit de voir un peu les commentaires qui avaient pu apparaître sur Internet, justement. Alors, dans cette série, pas tant, mais quand ça avait été pour The Witcher, par exemple, le personnage de Chris Marigold avait fait je veux dire, couler beaucoup d'encre virtuelle. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Or, je pense que c'est toujours important de le rappeler, les personnes de couleur ne sont pas apparues comme par magie au XXIe siècle. C'est quelque chose qui me semblait important de repréciser parce qu'apparemment, parfois, on l'oublie. On a des personnes de couleur qui sont déjà présentes dans la société et dans la littérature du Moyen-Âge, y compris en Europe. On a suffisamment de croisements, de voyages et d'échanges entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique notamment, en fait, depuis l'Antiquité,
pour que non seulement on sache que des personnes de couleur existent, mais que ces personnes soient intégrées à la société européenne. Donc, quand on représente un Moyen-Âge supposément européen dans toutes ces œuvres de fantaisie, il n'y a aucun souci à intégrer des personnages de couleur, des personnages d'origine africaine, arabe, etc. Parce que même si on regarde la légende arthurienne elle-même, si on laisse de côté tout l'aspect historique, qui est pourtant important, mais voilà. Si on laisse de côté tout l'aspect historique et qu'on se concentre juste sur la littérature arthurienne, c'est-à-dire une littérature qui n'a pas peur de mettre en scène des dragons, des fées, etc., on voit aussi qu'autour de la table ronde, on a des chevaliers noirs ou des chevaliers d'origine arabe. C'est le cas de Palamède, par exemple. Alors, selon les textes, parfois il est appelé Palomides ou Palamides, ça dépend des traductions. Mais qui est un personnage noir. On a des personnages de chevaliers musulmans aussi autour de la table ronde, et qui sont parfaitement intégrés dans la cour arthurienne, qui partent aussi faire des aventures, qui se marient, qui ont des enfants. Alors, bon, on a parfois des représentations qui comprennent pas trop encore comment la génétique fonctionne, c'est-à-dire que quand on a un chevalier noir qui a un enfant avec une dame blanche, on a un enfant, je veux dire bicolore. On a notamment une évocation d'un enfant comme ça qui est moitié noir, moitié blanc, un peu comme un dalmatien, si vous voulez. Donc il y a des tentatives, mais en tout cas, ce sont des personnages qui sont intégrés sans que ça pose problème. Ça a été oublié en fait pendant très longtemps parce qu'on s'est focalisé sur les héros blancs de la légende, parce que pendant longtemps, on a voulu montrer que le Moyen-Âge était une période où l'Europe était entièrement peuplée de gens blancs et chrétiens, etc., ce qui n'est absolument pas le cas, on le sait depuis un bon moment. C'est le rôle aussi aujourd'hui des historiens qui travaillent sur ça, de valoriser un petit peu ça et de faire comprendre que les sociétés, même médiévales, étaient beaucoup plus variées, beaucoup plus diversifiées que ce qu'on peut le croire souvent, et surtout que ce qu'on voit dans les séries, dans les films, dans toutes ces représentations médiévalistes du Moyen-Âge, où c'est quand même très très blanc, soyons honnêtes. Là, avec Cursed, on a une façon de revaloriser un petit peu cette diversité médiévale. Donc, on a le personnage d'Arthur, qui n'est pas blanc, effectivement. On a le personnage de Morgane. Voilà, il y a diverses choses qui sont proposées du point de vue de cette diversité. C'est pas encore ça, on n'est pas sur une égalité totale, mais c'est pas le but nécessairement non plus. Le but, c'est de pouvoir aussi permettre une représentation, j'ai pas envie de dire meilleure, j'ai juste envie de dire correcte des personnes de couleur, respectant ainsi notre situation de diversité actuelle, mais aussi la diversité qu'on pouvait déjà trouver au Moyen-Âge et qu'on avait bizarrement oubliée. Alors, au passage, tant que je suis sur cette notion de casting, je voulais faire un petit commentaire personnel, puisque le casting proposé par la série Cursed a été globalement applaudi, et ce que je comprends, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Ma petite note personnelle, c'est que je trouve que le choix de l'interprète de Merlin, donc le choix de Gustav Skarsgård dans le rôle de Merlin, est probablement le meilleur choix de l'humanité. Voilà, je le dis. Je pense que c'était la meilleure idée pour cet interprète de Merlin, parce que ça réussit vraiment pas mal. Et c'est une optique qui peut permettre des choses intéressantes, notamment dans la saison 2. Je ne spoile pas puisque je n'ai aucune idée de ce que donnera la saison 2, mais quand on connaît un petit peu l'évolution de la légende et quand on voit le potentiel des différents comédiens choisis, on comprend un petit peu les directions dans lesquelles peuvent se tourner la suite de l'intrigue. Donc voilà, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu encore à la fin de la saison 1 de Cursed, je vous invite, comme moi, à attendre la saison 2 parce que je pense que ils pourront faire des choses intéressantes. Sachant qu'en plus, la série a cherché vraiment à respecter très fidèlement le roman dont elle était tirée.
je l'ai précisé, il y a quelques intrigues amoureuses qui ont été rajoutées, mais à chaque fois, c'est pour nourrir la narration et pas simplement pour des questions de quotas ou pour combler d'un point de vue narratif. Mais on a une grande fidélité. Et j'applaudis aussi au passage le choix d'Emily Coates dans le rôle de Sister Iris, donc Sœur Iris, c'est la version française, une jeune actrice qui, dans la série, alors malgré des variations capillaires que je pourrais commenter, c'est un personnage extrêmement bien adapté du roman de Frank Miller et Tom Wheeler. Donc voilà, c'est toujours assez intéressant quand dans une série, non seulement dans une adaptation en l'occurrence, non seulement on respecte les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires. Là, on est vraiment sur une œuvre qui a été adaptée avec une forme, j'ai envie de dire, une forme de sincérité. Alors, le résultat est pas toujours à la hauteur, on a une forme de naïveté parfois, mais ça a été fait avec une forme de sincérité. Ce qui fait que quand on regarde un petit peu la façon dont la légende arthurienne est présentée dans la série Cursed, la rebelle, on a une légende qui est rajeunie, mais qui n'est pas simplifiée pour autant. On a quelque chose qui va être, alors oui, on est dans la Young Adult Literature, mais le rajeunissement des personnages, l'intégration de problématiques amoureuses plus légères, etc., ça implique pas une simplification à outrance de la légende ou des problématiques qui pouvaient y être présentes. Parce que la série va ainsi faire le choix d'intégrer des thématiques politiques parfois complexes d'ailleurs, même si elles peuvent parfois paraître un petit peu secondaires face aux intrigues familiales et sentimentales. Mais l'idée, c'est bien d'avoir des thématiques même gouvernementales complexes gérées par des jeunes personnages. C'est ça la question. Donc forcément, quand on est un adolescent ou un jeune adulte et qu'on doit gérer une rébellion, ça n'empêche pas qu'on a le droit de tomber amoureuse à côté. Voilà. La question, c'est de voir comment équilibrer tout ça. Et à ce niveau-là, la série se déroule vraiment pas mal. Cursed repose sur en fait une intrigue d'apparence assez basique et assez manichéenne. On a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, qui se caractérisent. On a les gentils qui vont être du côté de la nature et les méchants qui vont être du côté d'un pouvoir corrompu et notamment du pouvoir corrompu de l'Église. Mais en réalité, dès qu'on creuse un petit peu, c'est beaucoup plus complexe, puisque l'intrigue de Cursed repose sur 3 forces en présence. On a d'un côté le groupe des héros qui vont être rassemblés autour de Nunu. Ça va être les personnages qui vont défendre les peuples fées opprimés. Alors on a aussi toute une diversité dans ces peuples fées. On a les faées, les fées, les ailes de lune, les faunes, les tosses, etc. Donc on a diverses populations qui sont clairement représentées dans la série comme des populations migrantes, puisque ce sont des peuples qui sont contraints de fuir parce que leur pays est dévasté ou parce qu'ils sont chassés pour être exterminés, de façon très littérale et de façon très graphique d'ailleurs. On est dans une représentation d'une situation évidente de génocide qui, malheureusement, fait écho, ce que vous disiez, fait écho à des problématiques très actuelles, trop actuelles, j'ai envie de dire. Et la série fait un détour par la fantaisie pour mettre en scène justement une situation que malheureusement on connaît trop bien. Donc on a d'un côté le groupe des héros, d'un autre côté on a le groupe représenté par le roi Uther Pendragon de son nom complet, une figure qui est assez faible par elle-même, mais qui dispose d'une armée et d'un pouvoir politique stable, ce qui veut dire que ça va représenter une menace assez importante pour Nunu et pour ses adeptes. Et troisième force en présence, qui prend une ampleur assez importante dans l'intrigue, on a le pouvoir de l'Église, représenté notamment par ce fameux groupe des paladins rouges et par le méchant Père Carden, qui est l'ennemi principal que doit affronter Nunu. On est là sur une représentation de l'Église qui s'inspire en fait des facettes les plus sombres de l'histoire du christianisme et notamment de l'Inquisition, bien entendu. Puisque les personnages des paladins rouges vont capturer, torturer, tuer, brûler à peu près tout le monde, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent non seulement au peuple fée, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui pourraient venir en aide aux fées, qui pourraient les cacher, qui pourraient
leur permettre de fuir, etc. Donc on a l'Église représentée vraiment comme une force totalitaire ici, et on pense notamment, forcément, c'est l'écho qui est voulu dans la série, on pense au célèbre bûcher de sorcières qu'on associe généralement au Moyen-Âge, mais qui date en fait surtout de la fin du XVe et jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire la Renaissance, au passage, hein, cette période de grand progrès de l'humanité. Bref, voilà, on va avoir tendance à dire que le Moyen-Âge est barbare et c'est l'époque où on brûle des sorcières, etc. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif et qu'on retrouve ici dans cette série, dans cette représentation d'un Moyen-Âge de fantaisie où l'Église essaye d'étendre son pouvoir au maximum jusqu'à massacrer des hommes, des femmes et des enfants de façon totalement aveugle. Au passage, hein, dans la représentation des paladins rouges et dans leur façon de brûler des fées, on les voit aussi mettre les peuples fées, attacher les représentants des peuples fées sur des croix et mettre le feu à ces croix. Or, au passage, hein, même les inquisiteurs j'ai envie de dire la grande époque, des guillemets, de l'Inquisition, ne brûlaient pas des croix. Là, on est sur une image malheureusement beaucoup plus récente et on retrouve une imagerie davantage associée au Ku Klux Klan, pardon, et il y a des pratiques qui datent du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on va associer à ces personnages de paladins rouges une image de force autoritaire et tyrannique qui emploie la torture et des pratiques comme l'Inquisition, qui brûle des croix comme le Ku Klux Klan. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une accumulation d'images négatives, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout une accumulation d'images d'extrémisme religieux que rien ne peut racheter dans l'intrigue. Difficile d'aller à l'encontre de ça. Donc c'est vrai que dans les trois forces en présence qu'on a, globalement, on a les gentils, le roi un peu faible et l'église tyrannique. Mais en fait, cette représentation qui apparaît dès le premier épisode va petit à petit se fissurer, ou du moins se nuancer tout au long de la série, puisqu'on va voir que ces groupes ne constituent pas des blocs homogènes. La série, en 10 épisodes, arrive à bien tracer justement ces portraits assez variés, puisqu'on va avoir une représentation de conflits et de dissensions au sein de chaque groupe. Du côté des héros, on a une union de personnages de fées et de personnages non fées. Et dans les faits, on a aussi des peuples différents qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Ce qui va impliquer des tensions culturelles et sociales assez marquées et qui peuvent d'ailleurs pas mal déraper dans la série. Puisqu'on va avoir notamment des tensions entre les fées qui veulent se battre, qui veulent s'opposer à l'Église et qui veulent prendre les armes, et ceux qui veulent au contraire se protéger et protéger leur peuple en se repliant sur eux-mêmes. Donc, on va avoir une vision non pas d'un monde utopique de bisounours où les fées seraient tous les gentils et les humains seraient tous les méchants, hein, c'est pas l'idée, mais on a bien la représentation d'un monde non seulement multiculturel, mais qui n'est pas utopique, multiculturel avec tout ce que ça implique de richesse, de diversité, mais aussi de nécessité d'adaptation, de dialogue et de diplomatie. Alors ça, c'est du côté des héros. Du côté du roi, on constate que le roi Uther, alors attention dans la série, le roi Uther parle de lui à la troisième personne. Enfin, pas à la troisième personne, mais à la première personne du pluriel. Hein, il dit nous à chaque fois. Ce qui peut être un petit peu déstabilisant. Au début, on se demande de qui il parle, mais c'est juste de lui. Hein. C'est un nous de majesté, un tout petit peu ridicule, mais c'est la caractéristique du personnage. Ce roi, de façon compréhensible, a un pouvoir contesté ici, notamment par toute une faction nordique qui cherche à s'emparer du trône. Faction nordique qui est elle-même en conflit ouvert avec un autre groupe viking mené par le personnage de Lance Rouge, le personnage de Red Spear en version originale. Ce qui fait qu'on n'a pas un pouvoir royal, encore une fois, qui constituerait un bloc uni et uniforme. On a des tensions, on a des personnages au sein du pouvoir royal qui vont être négatifs pour les héros et d'autres qui vont être positifs. Voilà, ce qui fait que
on essaye d'intégrer un petit peu cette hétérogénéité dans la représentation. C'est un peu plus difficile dans la représentation du groupe des Paladins Rouges, parce que comme je l'ai dit, globalement, c'est les grands méchants. Hein. À partir du moment où on met de l'Inquisition et du Ku Klux Klan dans le lot, c'est difficile d'en faire des héros. Hein. Ça paraît cohérent. Mais on a aussi une représentation de tension entre, d'un côté, ces fameux Paladins Rouges, hein, une forme de secte partiellement autonome et menée par le père Carden, et de l'autre côté, le pape, qui est clairement représenté comme un personnage corrompu et belliqueux et globalement malsain. Hein, c'est un peu l'idée générale qui ressort du personnage. Et le pape possède sa propre troupe d'élite composée d'assassins masqués, hein, qui portent un masque mortuaire en or. Je pense que le ton est donné là un petit peu hein, sur cette image entièrement négative de l'Église, mais qui a donc ses propres fissures, ses propres tensions, et même au sein du groupe des Paladins Rouges, on va essayer petit à petit de racheter certains personnages, notamment ce fameux personnage mystérieux du moine larmoyant, qui agit pour les Paladins Rouges tout au long de la série, mais qui dès le début se démarque, ne serait-ce que parce que, alors que, comme leur nom l'indique, les Paladins Rouges sont tous vêtus de rouge et appartiennent à un corps uni répondant au père Carden, le moine larmoyant, de Weeping Monk, hein, est aussi appelé de Grey Monk, le moine gris, parce que lui, il est vêtu de gris, il a un visage un peu différent, etc. Ce qui est expliqué petit à petit, mais on a ici une façon de représenter un personnage qui n'est pas tout à fait comme les Paladins Rouges, n'est pas aussi dangereux que peut-être, ce qui fait que lui et lui seul du groupe pourra être racheté et pourra avoir une existence en dehors de ce groupe. C'est amené un petit peu à la toute fin de la saison 1 et encore une fois, si la série se poursuit, clairement c'est un personnage qui aura aussi une importance capitale, ne serait-ce que par qui il est véritablement sous son habit de moine larmoyant. Oui, effectivement, Justine, on va pas tout spoiler non plus, mais c'est vrai, avec une petite surprise sur son identité réelle, on va dire, à la toute fin de la saison. Donc là aussi, on voit, il y a un sacré cliffhanger pour la saison 2. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous. On attend avec impatience cette saison 2 parce que tous les traits narratifs qui sont mis en place, qui ont bien suivi le roman, voilà, nous amènent à un certain nombre d'interrogations. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez évoqué autour du personnage de Merlin. Je suis d'accord avec vous, le casting est vraiment très très bien choisi. Gustav Skarsgård donne un vrai corps à ce personnage et qui s'amplifie au fur et à mesure de la saison pour vraiment terminer, on va dire, en apothéose sur cette dernière quasiment image de bataille près de la cascade. Et j'allais dire, pour ceux qui ne connaissent, enfin, dont le nom de Gustav Skarsgård, ça dit rien, c'est Floki dans la série Vikings. Et c'est vrai que moi, je trouve que comme Floki dans Vikings, il apporte un côté assez torturé, tourmenté à Merlin, qui donne une certaine, j'allais dire, un certain corps au personnage. Et c'est vrai que il fait partie de ceux qui ont, de par leur jeu d'acteur aussi, je trouve, donné un réel intérêt à la série. Et j'allais dire, d'où ma question suivante, Justine. Du coup, on voit bien à travers Merlin notamment que cette série, c'est une série qui est quand même assez tournée sur le conflit générationnel. Oui, effectivement, et justement, je pense que vous avez raison, hein, le fait d'intégrer non seulement un personnage plus âgé comme Merlin, et quand on dit plus âgé, c'est qu'effectivement il a plusieurs siècles, mais en plus avec un acteur avec aussi beaucoup de charisme, faut être honnête. Gustav Skarsgård a quand même un talent d'acteur qui fait que il s'impose quand même tout de suite à l'écran, en particulier lorsqu'il se trouve face à des comédiens plus jeunes qui sont très talentueux aussi, hein, mais qui forcément manquent peut-être parfois un petit peu d'aplomb dans les scènes. Ça permet de bien représenter justement cette dynamique dans la série et cette évolution qui peut apparaître. Parce que on le voit avec le rajeunissement des personnages de la légende, ça va impliquer tout ce que vous appelez cette question de conflit générationnel, ou en tout cas des questions de
comment gérer les relations entre, je veux dire, les jeunes et les moins jeunes, entre ceux qui sortent de l'adolescence et les adultes plus mûrs, parce que cette question de l'héritage d'une génération à une autre, cette question de la transmission va être très importante dans cette première saison. La relation parent-enfant, d'ailleurs, est vraiment au cœur de la série, alors sous différentes formes. On la retrouve d'abord à travers la mission que Lénore confie à sa fille Nimue, quand elle lui demande d'apporter l'épée de pouvoir à Merlin, ce qui va déclencher toute la quête de Nimue. Donc on a cette première relation qui est centrale et qui va permettre à Nimue de se définir aussi en partie en tant que personnage agissant. On va avoir toute la relation complexe entre Nimue et son père, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi un élément essentiel qui permet à Nimue de se forger un caractère aussi, puisqu'elle a bien conscience qu'elle est différente, donc il faut qu'elle trouve du côté de son père les raisons qui expliquent cette différence. On a aussi toute la relation entre Arthur et son oncle. On a la relation entre le roi Uther et sa mère, qui est très tendue aussi. L'éducation d'Uther, ça n'a pas dû être marrant tous les jours. Dans une certaine mesure, on retrouve aussi cette relation peut-être beaucoup plus tendue entre le moine larmoyant et Père Carden, où là, on n'est pas sur une véritable relation père-fils, mais on est sur une relation de substitution et qui va permettre, encore une fois, aux personnages de se définir. Les personnages de la jeune génération vont devoir choisir, en fait, s'ils suivent le modèle paternel ou maternel, si, au contraire, ils se rebellent et qu'ils s'opposent à ce modèle. Et dans ce cas-là, est-ce que ça passe simplement par l'abandon des valeurs familiales pour aller dans une autre direction, ou est-ce que ça passe par une confrontation directe entre l'un et l'autre, ce qui va être le cas par exemple entre Uther et sa mère, où une confrontation va être nécessaire à un moment donné. Donc, on a toute une variété de relations parentales qui peuvent être réelles ou de substitution et qui peuvent être à chaque fois positives ou destructrices. On a une grande, un panel assez large dans la représentation de ces relations parentales, ce qui va aussi dans toute cette logique de young adults, parce que voilà, c'est la période aussi dans la vie, dans le développement humain où il faut chercher à se définir en tant qu'être autonome et à savoir comment on se situe justement par rapport à cet héritage familial qu'on peut adopter, qu'on peut transformer, qu'on peut dénoncer, etc. Il y a énormément de possibilités. Donc la série va utiliser tout ça, et ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, c'est que quand on est sur une série qui adapte la légende du roi Arthur, c'est une légende où on a déjà certains de ces éléments. On a déjà des relations familiales, des relations parentales ou avonculaires qui peuvent être importantes. Mais ici, la série fait le choix en fait de mettre à plat les relations familiales présentées dans les textes médiévaux. C'est-à-dire que Kirst va avoir tendance à reprendre les personnages de la légende, mais pas nécessairement leur lien de parenté. Alors, ça peut surprendre un petit peu quand on est habitué à la légende arthurienne, mais c'est vraiment une représentation qui fait fi de certains liens pour considérer les personnages comme des figures autonomes. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on regarde la littérature du Moyen-Âge, Arthur et Gawain sont oncle et neveu. Le roi Arthur qui a son neveu Gawain, ils sont extrêmement proches parce que ce type de relation avonculaire est essentiel dans la structure médiévale et dans la littérature arthurienne, beaucoup trop compliqué à dire, en particulier. Donc, à tel point que, par exemple, dans certains textes, on nous dit que Arthur offre ou prête son épée Excalibur à Gawain. C'est quand même un signe de confiance tout à fait particulier, c'est-à-dire que l'épée Excalibur, qui est tout à fait exceptionnelle, ne peut être portée que par Arthur ou par son neveu Gawain, qui devient une forme de double d'Arthur. C'est quelque chose qui disparaît complètement dans Cursed, puisque les deux personnages apparaissent, Arthur et Gawain, mais ils sont tous les deux rajeunis et globalement placés sur un pied d'égalité. On a l'impression que Gawain est d'ailleurs un peu plus âgé. Il est un peu plus âgé dans la représentation,
Mais globalement, la série va chercher à les placer d'un point de vue narratif sur un pied d'égalité, puisqu'ils vont notamment être en compétition l'un avec l'autre, tant pour diriger les opérations guerrières que pour l'amour des Ninu. Alors, il y a, voilà, une forme de triangle amoureux un peu improbable qui se met en place ici, entre des personnages qui, dans les textes médiévaux, ont des dizaines d'années d'écart et n'ont pas du tout la même relation. Donc, voilà, c'est une façon de rebrasser un petit peu les pièces de la légende pour leur donner une nouvelle force avec justement une représentation, avec des relations nouvelles. Sur le même principe, dans certains textes médiévaux, on nous parle de Merlin et de Ninu comme des amants. Voilà, puisque Ninu, qui est un des noms de la Dame du Lac, on l'appelle Ninu, on l'appelle Viviane, etc. En fait, tout ça, c'est le même personnage à l'origine. On nous parle d'une relation amoureuse entre la Dame du Lac et Merlin, où Ninu va finir par piéger Merlin et par le manipuler, en fait, pour apprendre tous ses secrets magiques. Et elle va utiliser ensuite cette magie pour enfermer Merlin à tout jamais. Alors, selon les versions, il est enfermé dans une prison invisible, dans une bulle d'air ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'il serait toujours présent quelque part, mais invisible aux yeux des mortels, ce qui fait que voilà, on ne pourrait pas le libérer. Ici, cette relation amoureuse entre Ninu et Merlin disparaît complètement pour de nombreuses raisons, à commencer par justement cette question de génération et cette question de différence d'âge entre Ninu et Merlin. Merlin jouant davantage un rôle de guide pour le personnage de Ninu. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'après je dévoile tous les caractéristiques de l'intrigue, mais la série reprend vraiment les personnages, met à plat les relations et crée de nouvelles associations, de nouveaux liens pour proposer justement quelque chose d'un petit peu nouveau et jouer avec ces personnages, avec ces intrigues que pouvaient donner les textes médiévaux de la légende arthurienne. Oui, effectivement, Justine, vous avez employé, je pense, la bonne expression, cette idée de jouer avec la légende, qui, pour ma part, je le redis, n'étant pas du tout spécialiste de ça par rapport à vous, je trouve apporte un vrai vent de fraîcheur à cette légende arthurienne avec ce renouveau-là, cette idée aussi de remettre des personnages dans un autre contexte, effectivement, soit en les vieillissant, soit en les rajeunissant, comme vous l'avez dit pour la plupart. Ça fait qu'il y a tout un imaginaire mental autour de la légende à revoir, et ça je trouve bien. Alors est-ce que, Justine, vous allez me dire, est-ce que c'est dû au fait que cette série, pour moi, c'est un préquel en fait, c'est-à-dire que c'est une série qui est dérivée de la légende en fait? Oui, effectivement, on est bien dans cette logique de préquel, de préquel. Voilà, c'est l'idée de ce qui se passe avant en fait, puisque la série, en rajeunissant les personnages, cherche aussi à montrer comment tout s'est mis en place en fait pour parvenir à la légende telle qu'on la connaît actuellement. Alors, telle qu'on la connaît dans les grandes lignes, puisque chaque auteur, chaque réalisateur va donner sa propre version. Donc, globalement, on a autant de versions de la légende arthurienne qu'on a de créateurs ou d'auteurs. Mais l'idée, c'est de montrer comment tout ça s'est mis en place. C'est un processus qui permet de s'appuyer sur les connaissances déjà établies des spectateurs et de jouer justement avec ce savoir partagé ou non. L'intérêt, c'est justement de pouvoir faire des clins d'œil aux personnes qui pourraient connaître un peu les détails de la légende arthurienne, sans aliéner pour autant les personnes qui connaîtraient moins ces références, et leur permettre malgré tout de profiter de l'intrigue et de la narration. Donc, on a tout ce jeu qui va être mis en place, notamment par exemple, si on prend le personnage, alors là je vais spoiler un petit peu, je suis désolée, la façon dont le personnage de Gauvin devient ici le chevalier vert. C'est-à-dire que dans la série, on nous parle d'un mystérieux héros qui vient aider les fées et qu'on appelle le chevalier vert. Et lorsque ce héros va ôter son aume, dans une scène de révélation assez habituelle finalement de la fantaisie et de la littérature épique, Ninu découvre qu'il s'agit de Gauvin, c'est-à-dire d'un personnage qu'elle connaissait déjà quand elle était plus jeune.
C'est-à-dire que là, on a une identification parfaite entre Gauvin et le Chevalier Vert, dans un écho, en fait, un roman en vers qui date de la fin du XIVe siècle, qui s'appelle Sire Gauvin et le Chevalier Vert. Dans ce texte qui est un peu moins connu en France, mais qui est extrêmement connu du public plus anglo-saxon. Dans ce texte, on nous dit que Gauvin est le seul volontaire à la cour du roi Arthur pour affronter un inquiétant chevalier à la peau verte. Alors, c'est probablement une image de l'homme vert, hein, cette figure végétale qu'on retrouve en fait dans différents folklores un peu partout dans le monde. Et on a ce personnage de chevalier vert qui met au défi la cour du roi Arthur. Et vu que globalement il terrorise tout le monde, Gauvin est le seul à se porter volontaire pour l'affronter. Le défi qu'il lance à Gauvin va entraîner une quête d'1 an menée par le jeune chevalier, au bout de laquelle Gauvin devra soit résoudre une série d'énigmes en fait lancées par le chevalier vert, soit accepter que le chevalier vert lui tranche la tête. Voilà, donc on est sur des enjeux assez importants quand même pour ce personnage de Gauvin. Ce qui fait que on est dans un texte où Gauvin et le Chevalier Vert sont bien deux personnages différents, deux personnages opposés, hein, le héros et son ennemi. Au passage, hein, d'ailleurs, dans ce roman, Sire Gauvin et le Chevalier Vert, on nous dit que c'est Morgane qui a transformé un chevalier apparemment ordinaire, hein, qui s'appelle Bersilac, l'a transformé en chevalier à la peau verte pour justement provoquer le chaos au sein de la cour arthurienne. On est déjà dans cette idée de Morgane en tant que personnage négatif. Là, ce que fait la série, c'est que elle prend ces deux figures séparées de Gauvin et du Chevalier Vert et elle les mêle pour en faire un seul personnage, puisque en fait Gauvin va porter des armes, un casque notamment vert, pour se protéger et pour aller défendre les faits. Et c'est une interprétation qui, dans le dernier épisode, prend une toute nouvelle signification. C'est pour ça aussi que j'espère qu'on aura une saison 2, puisque là, on a vraiment quelque chose de très intéressant qui peut être fait dans la série. Donc, je vous invite à aller voir ce dernier épisode où on a une réinterprétation de cette identification entre Gauvin et le Chevalier Vert. Donc, l'idée, c'est de vraiment prendre, de piocher en fait, voilà, de piocher dans la légende arthurienne, c'est-à-dire dans une légende qui a plusieurs siècles, de piocher les éléments de personnages, les éléments d'intrigue que l'on souhaite pour les mêler d'une nouvelle façon et proposer quelque chose de nouveau. C'est ce que font les auteurs et les créateurs depuis globalement le Moyen-Âge, et c'est ce que Kurst propose ici avec cette logique de préquel. Kurst va chercher à montrer comment Ninu, en fait, est devenue celle qu'on appelle la Dame du Lac. C'est fait de façon assez subtile, finalement, dans la saison. Quand on connaît la légende, on sait hein, que Ninu est associée justement, et c'est ce personnage de la Dame du Lac. Dame du Lac qui, globalement, selon les textes, est une figure féerique qui vit sous un lac, d'où son nom de Dame du Lac, hein, on ne cherche pas toujours très loin pour donner les noms dans la littérature médiévale, qui donc vit sous un lac, et c'est elle qui va offrir l'épée Excalibur au roi Arthur. Donc, ce qui est un personnage important de la légende, mais un simple personnage d'intermédiaire. De même, dans certains textes, on nous explique que la Dame du Lac se trouve en mal d'enfant et va aller kidnapper un enfant dans une cour royale pour l'élever sous le lac et en faire un excellent chevalier qui sera Lancelot du Lac. Voilà. Donc, tout se recoupe un petit peu ici, sauf que ce que cherche à faire Kurst, c'est balayer un petit peu tout ça pour donner un véritable rôle à la Dame du Lac, donner un véritable rôle à Ninu pour qu'elle ne soit pas simplement celle qui donne à Arthur, celle qui élève Lancelot, celle qui enferme Merlin, qu'elle ne soit pas entièrement définie par les personnages masculins de son entourage, mais qu'elle ait une véritable existence. Alors, vous regarderez tout au long de la saison, il y a une très belle photographie, hein, l'image est vraiment sympa dans Kurst, mais on a notamment toute une association qui revient constamment de Ninu avec l'eau. C'est fait de façon, alors, peu subtile à la fin, forcément,
puisqu'on a vraiment l'explosion de toutes les thématiques qui se concentrent dans le dernier épisode. Mais en fait, progressivement, dans chaque épisode, on voit que dès que Ninu se sent perdue, dès qu'elle se sent triste, ou dès qu'elle a l'impression d'être en danger, elle va se réfugier instinctivement en fait près d'une rivière ou près d'une étendue d'eau. C'est pas commenté, c'est pas mis en avant, mais on voit bien que en fait le personnage va avoir une association directe et naturelle avec l'eau. Même le moment où elle s'empare pour la première fois de l'épée et où elle va devenir celle qu'on appelle la sorcière sans dégoût, dans la version originale, c'est The Wolf Blood Witch, pas toujours facile à prononcer d'ailleurs. Même le moment où elle va s'emparer justement pour la première fois de l'épée et où elle va devenir cette figure de rebelle qui va pouvoir défendre le peuple fée, c'est sous la pluie. Donc même là, alors qu'on est au milieu de la forêt, on retrouve cette eau qui va définir et qui va vraiment définir toute la personnalité de Ninu, qui va orchestrer une grande partie de son parcours, si bien qu'on a une façon de représenter progressivement la façon dont la personnalité de Ninu va être infusée par l'eau, j'ai envie de dire, et la façon dont elle va se transformer petit à petit pour devenir cette image de la Dame du Lac. C'est fait de façon assez subtile. On retrouve ça aussi dans un autre parcours, notamment avec le personnage de Morgane. J'ai pas trop développé pour le moment, mais c'est un personnage qui a aussi beaucoup de potentiel. Ça fait partie de ces personnages apparemment secondaires, mais qui jouent un rôle vraiment structurant dans l'intrigue. La question de cette première saison de Curse, c'est comment Morgane est devenue le symbole d'un pouvoir néfaste. Alors c'est un personnage complexe qui est ici plein de bonne volonté, mais qui peine à trouver sa place, et ce qui va expliquer en fait le rôle tout à fait ambivalent qu'elle peut jouer dans l'intrigue et qu'elle peut jouer de façon plus large dans la légende. Donc Curse, c'est une façon de poser les jalons et d'expliquer ou d'annoncer pourquoi les personnages de la légende évoluent ainsi. Alors, petite nuance, ça entraîne malheureusement sur la fin de la saison une série de révélations parfois très artificielles, mais en fait tout aussi artificielles dans le roman, ça c'est un des soucis, où plusieurs personnages annoncent leur véritable nom, en fait, mais de façon tardive, puisqu'on a des personnages qui jusqu'ici ont été appelés le moine larmoyant, qui ont été appelés écureuil ou squirrel dans la version originale, qui ont été appelés lance rouge, etc. Un peu des noms de guerre qu'ils peuvent porter. Et dans le dernier épisode, on va avoir une série de révélations. En fait, tel personnage s'appelle, alors là, je vous laisserai aller voir pour ne pas spoiler, mais globalement, on a une façon de retrouver en fait sur la fin les noms de la légende, les noms célèbres. On avait Ninu, on avait Arthur, on avait Merlin, mais on retrouve en fait pas mal d'autres personnages qui étaient présents dès le début, mais sous de fausses identités. Alors cette double identité, ça permet aux personnages d'avoir une existence et une richesse narrative avant même que le spectateur ne vienne plaquer sur eux les schémas traditionnels qu'on peut connaître. Alors, je ne vais pas préciser justement pour ne pas dévoiler, mais on a une véritable façon en fait d'accorder une vraie place aux personnages et notamment aux personnages féminins, ce qui est assez intéressant, en leur permettant de se définir par eux-mêmes, par leur propre mission et par leurs propres ambitions, plutôt qu'à travers les figures masculines en fait de leur entourage. Alors, j'allais aussi, peut-être en dernière question, avant la conclusion, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai que quand on regarde de prime abord cette série, on se dit oui, effectivement, c'est une série plutôt pour les jeunes adultes, plutôt pour les adolescents. Et j'aurais aimé qu'on regarde aussi ensemble le casting parce qu'on a évoqué effectivement le personnage de Gustav Skarsgård, qui est Merlin, donc connu pour le rôle de Floki dans Vikings. Mais si on regarde plus attentivement, on voit que, par exemple, Nimue, qui est jouée par Catherine Langford, elle est connue aussi pour son rôle dans 30 Reasons Why, par exemple. On a aussi le personnage de Daniel Sharman, le fameux moine larmoyant, qui est connu pour son rôle dans Teen Wolf. On a Lily Newmark qui joue le rôle de Pym, qu'on retrouve dans Sex Education. Donc on a aussi, au départ, cette idée quand même d'une série tournée peut-être plus pour les ados ou les jeunes adultes, qui en fait, quand on vous écoute et quand on regarde attentivement effectivement son déroulement, a beaucoup plus de choses à dire qu'il n'y paraît. Donc effectivement, une
une des caractéristiques assez intéressantes que propose Kirsch, c'est de s'appuyer sur des personnages jeunes et donc sur un casting jeune pour incarner tous ces personnages traditionnels, pour ces personnages très bien connus en fait de la légende. Donc ils ont fait appel à des acteurs, hein, vous l'avez dit, des acteurs qu'on a vus dans d'autres séries et notamment d'autres séries connues pour étant des séries d'adolescents, même si encore une fois tout le monde peut profiter de ces œuvres-là, mais globalement on est sur des œuvres avec un casting jeune, avec une fraîcheur, avec peut-être une naïveté parfois aussi dans le jeu, mais qui va bien ici avec cette idée de jeunes personnages qui doivent se construire. Donc, c'est aussi une façon pour l'équipe de Cursed d'attirer forcément un jeune public qui connaît toutes les séries qu'on a évoquées, 13 Reasons Why, etc., Sex Education, toutes ces séries-là, qui d'ailleurs sont là encore une fois des séries de young adults, mais qui n'ont pas des thèmes toujours très faciles pour autant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui savent justement mêler ces problématiques apparemment légères de l'adolescence à la difficulté que peut impliquer toute la vie adolescente aussi. Donc, ils ont pris des comédiens qui ont déjà cette ambivalence, qu'on associe déjà à la fois à des œuvres sur la jeunesse, sur l'adolescence, et à des thématiques beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus difficiles aussi. Quand on regarde le rôle de Mimu paraît finalement très simple par rapport au rôle que jouait Catherine Langford dans 13 Reasons Why, où là les thématiques sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus poignantes aussi. Donc on a une façon de mêler justement cette apparence de fraîcheur avec un potentiel narratif beaucoup plus complexe, beaucoup plus approfondi. Je pense que c'est pas mal qu'ils aient aussi justement gardé des personnages plus adultes, ne serait-ce que parce que c'est nécessaire d'avoir notamment Merlin et le père Carden, etc. dans l'intrigue. C'est important pour servir toute la narration. Mais ça permet aussi d'apporter une forme j'ai envie de dire peut-être de stabilité dans le casting, d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide qui, j'ai envie de dire, tient la structure, pendant que les comédiens plus jeunes peuvent véritablement développer leurs personnages et peuvent proposer des choses un petit peu nouvelles. C'est en fait un entre-deux qui est pas mal atteint dans la série, avec ces personnages de plusieurs générations qui se rencontrent, qui évoluent ensemble et qui, encore une fois, de façon intéressante, n'ont pas forcément une relation descendante. C'est-à-dire que on n'a pas nécessairement les personnages plus adultes qui auraient l'autorité et qui transmettraient aux personnages plus jeunes qui ne devraient, eux, que suivre gentiment. Là, au contraire, on retrouve cette structure parfois au début et on a petit à petit une inversion qui permet de valoriser justement ces jeunes personnages, où on voit comment Mimu va, par exemple, réussir à s'imposer face à Merlin, qui est pourtant donc une figure extrêmement charismatique et qui est un personnage déjà légendaire dans l'intrigue. Donc, on voit comment on a, je ne vais pas parler d'un renversement de génération à proprement parler, mais on a en tout cas une forme d'équilibre qui arrive petit à petit. Sachant que c'est pas toujours facile à mettre en place, notamment dans le cadre de la légende arthurienne. Je pense notamment à une série qui date, que je dise pas de bêtises, ça doit être 2011, quelque chose comme ça. Une série qui s'appelle toujours Camelot, mais écrit Camelot, la version anglaise en fait de l'orthographe. C'est une série qui était représentée, c'est ça, 2011, je vais vérifier en même temps. C'est une série qui n'a eu qu'une seule saison, pour dire le succès que ça a eu, qui mettait en scène encore une fois la légende arthurienne en se centrant sur le personnage d'Arthur. C'était diffusé sur la chaîne Stars, pour situer. Il y avait Eva Green qui jouait la fée Morgane, et on avait Joseph Fiennes qui jouait Merlin. Donc là encore une fois un Merlin avec un acteur renommé, un acteur
talentueux et charismatique. Donc, on avait un Merlin très fort. Et cette saison de Kaamelott cherchait à montrer comment se rééquilibrer petit à petit la relation entre un Merlin fort, mais qui délaissait petit à petit le pouvoir, et un Arthur jeune, mais qui lui gagnait petit à petit en puissance. Le problème, c'est que cette série avait choisi comme interprète d'Arthur un acteur qui s'appelle Jimmy Campbell Bower, qu'on a aperçu, on l'a aperçu dans Harry Potter, il joue le jeune Grindelwald par exemple, ou on l'a aperçu aussi dans Sweeney Todd où il joue le jeune marin. Voilà, il joue des jeunes avec des cheveux blonds, c'est un petit peu l'idée. Le problème, c'est que dans cette série, on essayait de mettre en place une inversion des rôles, une inversion de pouvoir entre Merlin et Arthur, sauf qu'on gardait un Merlin extrêmement charismatique et globalement un Arthur qui jouait comme une patate. Voilà, je suis honnête sur le sujet. Ce qui fait que l'inversion ne fonctionnait pas du tout. On n'arrivait pas à retrouver cet équilibre entre Arthur et Merlin. Ici, dans la série Cursed, alors, tout n'est pas encore parfait, hein, mais j'espère que la série pourra continuer à se développer. Mais on retrouve déjà de façon beaucoup plus équilibrée cette façon de transmettre le pouvoir depuis une ancienne génération jusqu'à une nouvelle. Ça se passe très bien entre le personnage de Merlin, interprété par Skarsgård, et le personnage de Nunu, interprété par Langford. On a cette transition qui est vraiment belle, en fait, tout au long des épisodes. C'est un peu plus compliqué entre d'autres personnages, comme le père Carden et le moine larmoyant. Voilà, il y a un peu plus de friction, on va dire, dans cette transmission. Mais les choix de casting permettent justement de favoriser ça parce que dans Curse, ils ont fait le choix d'acteurs jeunes, mais qui sont déjà associés à des séries qui ont du potentiel, des séries qui sont complexes. On n'est pas simplement dans le divertissement et dans l'œuvre simplement pour passer un bon moment. Alors, je conclurai rapidement sur ces mots parce que je vois que l'heure tourne et je veux pas embêter tout le monde. Mais dans Cursed, on a vraiment une série de fantasy assez simple en apparence, hein, qui constitue effectivement un bon divertissement pour qui recherche un peu de fraîcheur dans un monde merveilleux. Les effets spéciaux sont parfois un peu brouillons, hein, même si on a vraiment des propositions intéressantes. Le jeu d'acteur est parfois un peu naïf, surtout chez les jeunes acteurs, hein, forcément, notamment les interprètes de Nunu et d'Arthur, mais ça correspond finalement bien à la représentation de personnages très jeunes, confrontés à des enjeux qui les dépassent, de protection de peuple et de gestion d'une épée de pouvoir dans un monde en guerre, globalement. Alors, on regrettera peut-être que certains éléments de backstory, certains éléments du passé des personnages soient simplement anecdotiques, hein, comme la façon dont Merlin a pu être corrompu par l'épée de pouvoir ou la façon dont Morgane devient ce qu'elle devient à la fin. Encore une fois, je ne spoile pas. Mais justement, si la série est renouvelée pour une deuxième saison, ça permettra peut-être d'approfondir l'histoire de ces personnages secondaires. Donc globalement, je dirais que Curse, c'est une série à regarder pour être émerveillé et pour surtout profiter en fait d'une des rares représentations arthuriennes à véritablement mettre les personnages féminins à l'honneur. Et ça, il faut être honnête, ça fait du bien. Merci Justine Breton pour cette émission, donc cet épisode 41 d'Histoire en série. Alors je rappellerai moi aussi pour conclure que vous avez rédigé un livre qui s'intitule Le roi qui fut et qui sera, représentation du pouvoir arthurien sur le petit et grand écran, qui est paru en 2019 chez Les Classiques Garnier. Donc là aussi, toutes les références que vous avez évoquées au cours de l'émission, les auditeurs qui voudraient en savoir plus pourront aller se renseigner sur ce livre-là qui est très très bien. Et puis le livre, vous l'avez dit, hein, de Frank Miller et Thomas Weiler sur Cursed la Rebelle, qui est paru chez Paris Gallimard en 2019, permettra là aussi, peut-être, c'est aussi parfois intéressant de comparer, comme vous l'avez fait tout au long de l'émission, ce qui a été porté à l'écran et ce qui a été écrit par l'auteur dans le livre. Et là, effectivement, quand on regarde les deux, on est sur une série qui est relativement fidèle et c'est aussi très agréable à voir. On profite pour dire aussi que vous avez donné une petite bibliographie qu'on mettra sur le site de nonfiction.fr et sur notre site qu'on est en train de développer. Justine, comme toujours, ce fut un plaisir et puis je pense qu'on se retrouvera bientôt peut-être pour une nouvelle émission de Fantasy. Merci Justine, à bientôt. Avec grand plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.